Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose la mise à jour de la thèse d'investissement sur le dossier Pernod Ricard. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, vous pouvez le faire via le Telegram en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec la mise à jour de la thèse d'investissement sur Pernod Ricard. Est-ce que le marché va trop vite en besogne? Alors, Pernod Ricard, c'est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des boissons alcoolisées. Il est en deuxième place derrière Diageo. Et donc l'entreprise est renommée pour son portefeuille diversifié, donc elle a Absolut Vodka, Chivas Regal, Martell. Elle a été créée en 1975 suite à la fusion de Pernod et Ricard. Et au fil des années, elle a considérablement élargi son portefeuille grâce à des acquisitions et a pu consolider sa part de marché globale pour être numéro 2. Pour ce qui est du marché, le marché du spiritueux est en croissance légèrement supérieure à la croissance du PIB mondial, qui est en général à 3%, alors que le marché du spiritueux croît à 4 à 5%. Et ça, c'est dû à l'expansion des pays émergents et à la premiumisation de la consommation. On va en reparler plus tard. Pour ce qui est de la croissance actuelle, il y a eu une forte croissance après le déconfinement, et le secteur maintenant s'ajuste, puisqu'il y a une phase de normalisation à cause des stocks élevés, et il y a des changements d'habitude de consommation, on va en parler juste après. Alors pour ce qui est du chiffre d'affaires de la croissance de Pernod Ricard en 2024, l'exercice 2024, puisque Pernod Ricard est en exercice décalé, la croissance organique a été de 1%, donc ce qui a été légèrement inférieur aux attentes des analystes, mais c'est quand même honorable comme croissance vu les croissances affichées par les autres acteurs du secteur. Ce qui a pesé pas mal sur l'activité, c'est la Chine, qui est toujours en net ralentissement, et les États-Unis, qui sont toujours en déstockage depuis au moins 1 an à 18 mois. Donc ça a pesé sur l'activité. Toutefois, il y a quand même des points du globe qui sont en croissance, comme l'Inde, qui est, on va dire, le marché en plus forte croissance pour le groupe, et l'Allemagne également, qui finalement résiste bien. Après, la croissance organique, elle s'entend excluant la Russie, puisque là-bas le groupe est en train de désinvestir, et les effets de change pénalisent, comme chaque année, alors pénalisant bien ou en mal, hein, ça dépend de la variation de la devise. Donc en publié, on est sur 4% de baisse des ventes. L'avantage de posséder par exemple Pernod Ricard ou un autre acteur du secteur comme Diageo, c'est d'avoir accès à un portefeuille de marques très diversifié et des géographies également très bien diversifiées. Si on regarde la répartition de Pernod Ricard, c'est un tiers en Amérique, un tiers en Europe et 40% en Asie, reste du monde. Et ça c'est bien puisque c'est une zone qui est en croissance, puisqu'elle inclut l'Inde notamment, mais aussi d'autres pays émergents. Et la zone a aussi une émergence de la classe moyenne, donc avec un pouvoir d'achat qui est en augmentation. Donc ça c'est bien pour pouvoir augmenter les prix. Si on regarde la répartition des ventes par type de spiritueux, on voit que les whiskies, donc il y a 3 types de whisky, donc le Scotch whisky, Irish whisky, ça représente déjà une majorité des ventes du groupe. C'est normal puisque ce type de spiritueux, le whisky, c'est le plus consommé au monde. Donc le groupe, la répartition du groupe reflète cette prépondérance du whisky. Et le whisky indien, c'est aussi une catégorie qui est assez importante, et tant mieux puisque l'Inde est un des marchés les plus porteurs pour Pernod Ricard. Les cognacs et le brandy, ça c'est le segment qui souffre le plus du ralentissement chinois. En plus, il y a les droits de douane qui vont arriver pour l'année prochaine en Chine et potentiellement aussi aux États-Unis. Et donc les deux marchés étant en baisse, le segment qui est le plus exposé à ces deux marchés-là souffre également. La vodka c'est finalement assez résilient, et le gin, qui est une faible portion d'activité du groupe, est en décroissance. À mon avis, le groupe est en perte de part de marché sur ce segment. Peut-être qu'il va devoir sceller des marques d'un secteur et désinvestir ce secteur-là, ou alors investir beaucoup plus massivement, mais là on a peut-être un dilemme en face de nous si on parle en termes de matrice BCG. Donc là c'est ce que je raconte ici. Après on a donc le graphe de l'évolution de la croissance sur 10 ans. En médiane on est sur une croissance de
4%, donc comme je le disais, c'est supérieur à la croissance du PIB mondial. Ça c'est intéressant. On voit que par contre c'est assez cyclique, mais dans cette cyclicité il faut inclure la période pandémique, avec un net rattrapage par la suite, qui a fait bien monter le cours, et maintenant une normalisation. Donc dans l'hypothèse, il faut plutôt, on va se dire, prendre la valeur médiane de 4% de croissance pour ce groupe, et pour l'industrie au global. Donc le groupe découpe son portefeuille de marques en 4 types d'activités: les marques stratégiques internationales, les marques de spécialité, les vins stratégiques et les marques locales stratégiques. Ce découpage peut être pertinent pour le groupe. Moi je trouve que finalement ça clarifie pas tellement la répartition, mais en tout cas ça a le mérite de classifier le large portefeuille de marques dans différents groupes d'activités, on va dire. Quelque chose d'important par contre, c'est par rapport à la stratégie, c'est la premiumisation. Alors pourquoi la premiumisation ? Il y a un changement d'habitude de consommation, globalement. Les cohortes plus jeunes, telles que les générations Z, les millennials, consomment beaucoup moins d'alcool en volume que les générations précédentes, donc il y a une baisse des volumes. Toutefois, il y a une tendance à consommer mieux. Donc consommer mieux, c'est-à-dire consommer de l'alcool de meilleure qualité, des marques plus prestigieuses, et Pernod Ricard essaye en a tenu compte de sa stratégie, mais il n'est pas le seul dans le secteur, évidemment, tous les acteurs du secteur également suivent la tendance à la premiumisation. L'avantage de cette stratégie, c'est que finalement on n'a pas besoin d'augmenter les ventes en volume, mais on peut augmenter les prix. Donc on peut, en augmentant la qualité, on a du pricing power. Ça c'est très bien, parce que ça veut aussi dire que potentiellement on a moins de stocks à conserver qui ont un coût, notamment sur le BFR, pour augmenter les ventes, pas en volume mais en prix. Il y a aussi des nouvelles habitudes de consommation. Par exemple, un segment qui est assez porteur que pour toute l'industrie, c'est le segment des ready to drink, c'est-à-dire c'est des boissons prémixées, donc en gros des cocktails qui sont vendus en canette. Donc ça c'est un secteur qui a une assez forte croissance, et ça permet aussi de faire des partenariats. Par exemple, Brown-Forman s'est associé à Coca-Cola pour faire un Jack Coke, qui est un mélange entre du whisky et c'est un whisky Coca en fait. Voilà. Et pour une population qui est non consommatrice d'alcool, le groupe a aussi une proposition de marque sans alcool, ou alors c'est des alcools désalcoolisés, c'est-à-dire des boissons désalcoolisées, pour essayer de séduire donc une branche de la population qui consomme pas d'alcool. Maintenant, si on va s'intéresser à l'évaluation financière de l'entreprise. Donc on regarde les taux de marge pour commencer. On voit que le taux de marge brut, il est à 60%. Donc ça indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel et une bonne capacité à augmenter les prix. Donc ça on aime bien, parce que ça permet, même si on traverse des phases d'inflation, de pouvoir augmenter les prix, et aussi de pouvoir conserver ses parts de marché si nécessaire. On voit que le taux de marge d'EBITDA, il est à 30%, ça c'est très bon, c'est une efficience opérationnelle élevée, et que ça, l'entreprise a une excellence opérationnelle, ce qui est très bon pour la rentabilité opérationnelle. Et on voit que le taux de marge net par contre lui est un peu plus fluctuant, avec une médiane à 15%, qui est presque à un niveau d'une entreprise de luxe, comme LVMH qui a un taux de marge net à 18%. Donc là on est sur une entreprise de qualité. Néanmoins, depuis quelques temps, le taux de marge net est en diminution, et ça s'explique, on va le voir par la suite, mais par des frais financiers plus élevés, à cause d'un endettement plus élevé, et des taux d'intérêt plus élevés. Alors, si on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow, il y a quand même une différence entre les deux. On voit qu'il y a 10 milliards de différence entre les free cash flow et les bénéfices nets, et en fait ça se passe au niveau de la variation du BFR qui est défavorable pour le groupe. On a une augmentation du BFR parce qu'on a une augmentation des stocks. Le groupe est en bas de cycle, mais continue à investir pour sa croissance. Sur cette activité, dans cette industrie, il faut avoir des stocks élevés, parce que c'est des stocks qui vieillissent. Donc les spiritueux ont besoin de vieillir, par exemple 15 ans pour du whisky. Donc ça a un coût, puisque le coût des stocks va dépendre aussi des taux d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on est en augmentation depuis quelques années, depuis 2 ans.
Donc pour évaluer l'entreprise, si jamais il n'y a pas de dette, on va voir par la suite qu'il y en a, mais il faudrait quand même prendre en compte plutôt les free cash flow que les bénéfices nets. Regardons maintenant la rentabilité opérationnelle, on voit qu'en médiane on est sur du 8,5, ce qui est quand même honorable comme niveau de rentabilité opérationnelle, et dernièrement on se trouve plutôt à 7,5, c'est un peu plus bas, mais en tout cas c'est convenable comme niveau de rentabilité, ça voudrait dire qu'elle pourrait financer une croissance organique de 7% si elle réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels. Alors, Coifin ne met pas à disposition le coût moyen pondéré du capital, mais d'après Guru Focus, il est estimé à environ 5%. Donc, le différentiel ROIC, coût moyen pondéré du capital, est positif, donc l'entreprise crée de la valeur pour les actionnaires. Au global, pour cette partie de l'analyse, on voit que les taux de marge dénotent un business de qualité, puisque les bénéfices nets, on est très loin du seuil de rentabilité, donc les bénéfices nets sont plutôt assurés. On a eu quand même une dégradation du besoin de fonds de roulement, ce qui a pesé sur les free cash flow. Il y a aussi des lourds capex qui sont plutôt exceptionnels. Il y a eu la construction d'une distillerie dans le Kentucky pour 238 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2022, donc ça impacte les free cash flow. On a vu que la rentabilité opérationnelle étant assez élevée, plutôt élevée on va dire, ça va permettre de générer des free cash flow en augmentation une fois que les dépenses en capital sont amorties. Maintenant, si on se concentre sur la situation financière de Pernod Ricard, donc sur le bilan, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'intangibles dans le bilan. Donc il y a 18 milliards d'intangibles ici. On a donc des marques surtout dans les intangibles. On a aussi des écarts d'acquisition, puisque l'entreprise fait pas mal de fusions-acquisitions pour acheter des parts de marché. Bon, il y a quand même aussi des actifs tangibles, à peu près 20 milliards dans le bilan. Ça va être de l'inventaire, ça va être des usines, enfin des distilleries, etc. Donc c'est pas complètement du vent le bilan de Pernod Ricard, il y a quand même quelques actifs tangibles. Si on regarde maintenant l'endettement, on va regarder ce qui se passe en termes de dette nette. On est à 11 milliards contre une EBITDA de 3,4 milliards. Donc on est endetté assez fortement quand même, à 3,1 fois les EBITDA, et plus de 10 fois les free cash flow. Alors si, pour se rassurer, on peut regarder, j'ai regardé le ratio d'endettement de Diageo, qui est à 3,5, donc ça semble être un niveau d'endettement assez élevé pour le secteur, assez commun pour le secteur, et ça peut s'expliquer par un bas de cycle sur les free cash flow, un niveau de capex toujours élevé, et donc si on se dit que c'est une situation ponctuelle et que les free cash flow reviennent à leur niveau plus normatif, on va avoir une baisse du ratio d'endettement, ce qui est plutôt favorable. Après, sur ce type d'entreprise, l'endettement est structurellement élevé à cause des stocks, donc faut pas être étonné si c'est toujours au-dessus de 2 fois les l'EBITDA. Ça semble être la norme pour le secteur qui est quand même défensif et qui peut avoir un bilan plutôt lourd sans trop de problèmes. Si on regarde le ratio de Quick, donc ça c'est le ratio restreint de liquidité, est-ce que l'entreprise est en capacité de faire face à ses besoins à ses créances à courte avec ses actifs liquides? On voit qu'il est à 0,6, donc c'est pas le plus bas de la période examinée. On a eu des moments où c'était même plus bas que 40%. En comparaison, si on regarde celui de Diageo, il a 0,5, donc ça semble être aussi la norme dans le secteur, et ça s'explique par des stocks assez élevés. Donc pour moi, le ratio, donc on dit que le ratio est bon s'il est au-dessus de 1, mais pour ce type d'industrie, je pense que ça n'a pas trop de sens de s'attarder sur ce ratio-là. Plus intéressant maintenant, on peut s'intéresser aux perspectives de croissance et les objectifs que le management s'est fixés dans le cadre de son plan stratégique. Donc, sur la période 2023-2025, l'ambition c'était de faire 4 à 7% de croissance organique et une expansion aussi de la marge opérationnelle. Les 4 à 7% sur 2025, à mon avis, ça va être un peu tendu, mais pour le moyen terme, ça à mon avis, c'est tout à fait envisageable, puisque c'est la croissance normative du secteur. Le bas de la fourchette, les 4%, c'est la croissance qu'on a observée normativement pour le secteur depuis 10 ans, donc il n'y a pas de raison que le groupe n'arrive pas à atteindre ce niveau de croissance. Si on s'intéresse à la valorisation du groupe, actuellement, on est valorisé à 11,1 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc on prend cette métrique parce que le groupe est assez endetté. Si on se met sur 10 ans, on voit que la médiane est de 16,3. Donc il y a plus de 30% de décote sur le dossier.
Cette valorisation-là reflète le bas de cycle, et reflète la décroissance de l'année en cours, et il faut remonter au niveau de 2009 pour retrouver un niveau de valorisation aussi bas. Mais on n'est plus du tout sur la même entreprise qu'en 2009. Depuis, l'entreprise a bien cru, a capturé beaucoup de parts de marché, jusqu'à être numéro 2 du secteur. Donc peut-être que le marché est trop pessimiste sur cette valorisation. Donc c'est peut-être potentiellement un point d'entrée sur le dossier si vous êtes intéressé par ce dossier. Maintenant on peut s'intéresser à une valorisation par reverse DCF, c'est-à-dire quelles sont les hypothèses de croissance des free cash flow embarquées dans la valorisation actuelle du titre. Donc si on prend les free cash flow 2024 qui sont à 3,8 euros par action, avec un prix par action actuel en décembre 2024 à 108 euros, et qu'on applique un taux d'actualisation de 5%, on serait sur une croissance des free cash flow d'environ 1,5%, comme indiqué ici. En médiane, le groupe sur 10 ans a fait croître ses free cash flow de 2%. Donc il y a une légère décote embarquée dans la valorisation du titre en termes de free cash flow. Le taux d'actualisation est de 5%, ce qui correspondrait à un price free cash flow de 20, alors que Pernod Ricard se traite plutôt avec un price free cash flow de 25. Donc là-dessus, ce sont des hypothèses plutôt pessimistes. Un nouvel élément qui peut indiquer qu'il y a une éventuelle sous-évaluation de l'entreprise à l'heure actuelle par le marché. En plus de ça, on a du cash qui est rendu aux actionnaires. Donc là, on regarde les free cash flow et on compare par rapport aux dividendes payés. On voit que l'entreprise c'est un dossier dividende croissant depuis des années. Le taux de rendement du dividende est autour des 4,5%. Il est pas bien couvert par les free cash flow cette année, donc ça c'est un problème, c'est-à-dire que l'entreprise s'est endettée pour verser le dividende, et ça c'est pas bon, soit les free cash flow vont remonter, c'est ce que je pense, soit l'entreprise va devoir couper son dividende, mais là elle peut pas continuer à ce niveau-là. On voit qu'aussi il y a des rachats d'actions qui sont effectués depuis 2020. Est-ce que le timing était bon pour avoir lancé les rachats d'actions en 2020? Ça j'en doute un peu, parce que si on se remet sur la valorisation ici, on voit qu'en 2020 on était quand même sur... Alors ici on était sous-évalué, mais par contre on a passé une période 2021-2022 en complète surévaluation du titre. Ça n'avait pas de sens de racheter des actions à ce moment-là. On voit qu'ils ont continué à le racheter. Par contre à l'heure actuelle, ça a du sens de racheter des actions. Manque de bol, il n'y a pas de free cash flow pour les racheter. Donc bon, à mon avis, mauvaise allocation du capital sur la période ici. Maintenant, s'ils continuent à racheter les actions, c'est pas mauvais à ce niveau de valorisation actuelle, mais il faut que les free cash flow reviennent. Conclusion du dossier Pernod Ricard. Donc, Pernod Ricard est sur un bas de cycle, comme tout le secteur. Ce bas de cycle est dû à la faible croissance, au marasme chinois, au déstockage aux États-Unis. Toutefois, la stratégie de premiumisation est pertinente à mon avis, parce qu'elle permet à Pernod Ricard d'augmenter ses prix sans devoir investir outre mesure dans des capacités supplémentaires de production, ce qui devrait faire baisser le besoin en fonds de roulement et donc la dette. Il faut quand même surveiller cette dette-là pour voir comment elle évolue sur les prochains semestres. On est quand même à un niveau élevé, mais on peut s'attendre à une meilleure génération de free cash flow par la suite, avec des moindres dépenses en capital, et puis surtout une augmentation des cash flow opérationnels avec un retour de la croissance. L'avantage de Pernod Ricard, c'est que l'entreprise dispose d'un énorme portefeuille très bien diversifié, avec, on va dire, une surexposition à l'Asie, qui est la zone en croissance, avec un enrichissement de la population, donc un bon mix produit, un bon mix géographique, meilleur que Diageo à mon avis, ce qui me fait dire que l'entreprise pourrait passer numéro 1 devant Diageo. Pour faire cette analyse, je me suis basé sur les rapports annuels et trimestriels de Pernod Ricard, et j'ai évidemment suivi les publications des concurrents pour voir aussi comment ils performaient. Pour conclure cette analyse, moi je vous donne mon prix long terme sur Pernod Ricard. Je pense qu'on peut retourner à 200 €, mais alors là ça sera sur le long terme, ça sera peut-être sur 2-3 ans, alors qu'on est actuellement à 108 € à la publication de cette analyse. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.